Alors bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais déjà remercier chacune et chacun d'entre vous d'être là, ici et maintenant, pour donner de l'élan à ce projet totalement inédit et qui prend forme ici et maintenant, grâce à votre engagement. Alors, quelle est la mission du Darwin Institute? Elle est simple et elle est vertigineuse à la fois. Tenter de réinventer la psychologie pour qu'elle ait enfin un impact réel, tangible et à grande échelle sur la santé mentale des individus. Oui, renverser tout ce que l'on croit savoir sur le fonctionnement de la psyché humaine et explorer une théorie de la personnalité vérifiable, quantifiable, à même d'aider ceux qui souffrent à sortir plus efficacement de leur marasme et plus rapidement que les approches actuelles ne le permettent. Mais au-delà de ça, nous avons une ambition encore plus large. Permettre à l'humanité de mieux se comprendre elle-même et de retrouver son lien avec le reste du vivant. C'est une grande aventure. Et si vous me demandez pourquoi m'engager là-dedans, je vous dirai simplement que cela me paraît nécessaire. Revenons un peu en arrière. Voici le modèle géocentrique de Ptolémée, qui plaçait la Terre au centre de l'univers. Eh bien, ce modèle a prévalu pendant près de 2000 ans. Et des cohortes de savants, plus inventifs les uns que les autres, ont tenté d'expliquer au fil des siècles les incohérences entre ces jolis rosaces que l'on peut voir et la réalité, nuit après nuit, des trajectoires réelles et observables, des astres dans le ciel. Eh bien, malgré tous leurs efforts, ce modèle ne nous aurait jamais permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Aujourd'hui, en psychologie, nous sommes encore au stade de Ptolémée. Des modèles existent, mais ils sont dépassés, imparfaits, et ne répondent pas aux véritables enjeux de la santé mentale. Alors, les études et les bons conseils ne manquent pas. En gros, on sait quoi faire pour avoir une vie plus équilibrée. Et pourtant, nos comportements et nos sociétés restent figés comme dans des boucles. Alors, pourquoi rien ne change? Ma conviction, c'est que nous comprenons encore trop mal les mécanismes profonds derrière nos comportements et nos humeurs. Tant au niveau individuel que collectif, la psychologie est devenue un Far West académique, et cela le rend impuissant. Si vous allez voir des dentistes, et que vous leur demandez comment fonctionne une bouche, vous allez avoir des réponses assez concordantes et ressortir avec un sentiment de clarté. Si vous faites le même exercice avec 10 professionnels de la santé mentale, que ce soit d'ailleurs des praticiens officiels comme des psychiatres, des psychologues ou des thérapeutes diplômés, ou plus officieux comme à travers des médecines douces et parallèles, et vous aurez des réponses différentes. Et vous ressortirez perdus. Ils le sont aussi. Les neurosciences ne vous aideront pas beaucoup plus. Comme l'a dit Pierre-François, même si elles apportent des données nouvelles et extrêmement intéressantes, en ce sens qu'elles sont mesurables, elles sont à des kilomètres de faire émerger une théorie complète de la personnalité. Donc, on est forcément passé à côté d'un très gros truc. Un truc du genre, en fait, la Terre n'est pas au centre. Je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup mieux, mais faut y voir clair, nous gaspillons notre énergie sur des solutions inefficaces. Et cette méconnaissance profite aux charlatans, aux gourous et aux idéologues en tout genre. Les crises de sens, la radicalisation et le désengagement dans la vie de la cité sont des symptômes visibles de notre ignorance. Nous avons alors deux options. Observer passivement ou agir. Agir. C'est la raison d'être du Darwin Institute. Je crois fermement que notre émancipation, à la fois collective et individuelle, viendra de découvertes radicales, d'une nouvelle compréhension des lois qui gouvernent notre esprit, pour nous permettre d'agir avec plus de précision et d'impact. Nous vivons une époque étrange, où l'accès au matériel n'a jamais été aussi facile, et pourtant, le mal-être, dans toutes ses formes, ne cesse d'augmenter. Sans un modèle solide pour expliquer nos comportements et nos fluctuations d'énergie, la psychologie restera dans l'impasse, avec des conséquences lourdes pour notre santé mentale, nos démocraties et nos écosystèmes. Aider les gens un par un qui souffrent, comme l'a dit Guillard, c'est un devoir de solidarité et c'est très important, mais c'est une approche curative. La recherche, elle, permet d'investir dans le préventif, pour aider des millions de personnes d'un coup. Et quel est l'impact, comme diraient mes amis entrepreneurs ici présents? Et je suis persuadé que Paris peut être le berceau de cette transformation. Le quartier où nous sommes est chargé d'histoire. À 2 pas d'ici, Louis Pasteur a posé les bases de la vaccination et de la microbiologie, sauvant des millions, sinon des milliards de vies. La France a des contributions majeures à offrir au monde quand elle s'autorise à voir.
Alors pourquoi m'embarquer moi, Olivier, 41 ans, dans une telle aventure, et vous avec moi? Honnêtement, c'est un élan qui dépasse la simple logique, une genre d'urgence, un besoin profond que nos recherches expliqueront peut-être un jour de manière rationnelle. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que beaucoup de gens souffrent, riches ou pauvres. Et qu'aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été animé par deux impulsions. Ce sont les mêmes que Pierre François. Comprendre et réparer. Et bien sûr, ceux qui me connaissent, faire des gros Legos. Ces deux impulsions m'ont amené au cours des 15 dernières années à développer des protocoles innovants dans le domaine de la communication et du coaching des dirigeants. Et je veux remercier ici Benjamin Habitant qui en a témoigné dans sa vidéo d'introduction. Ces protocoles ont aidé des milliers de personnes et pour les concevoir, j'ai suivi à chaque fois la même approche, atypique, pragmatique, et elle se résume en 3 points très simples. 1. La nature fonctionne comme un gigantesque Lego dont on aurait perdu le modèle. 2. Ces mécanismes sont simples, logiques et orientés vers la santé. Et 3. Si nous comprenons bien ces mécanismes, nous pouvons mieux les réparer. Et réparer ce qui dysfonctionne. Et la réciproque est tout aussi vraie malheureusement. Entrer dans le monde de la recherche matérialise pour moi donc l'opportunité d'aller encore plus loin et de tenter d'apporter mon aide et ma manière atypique de voir le monde au-delà des gens qui croisent ma route. Puis il y a aussi une dimension collective à cette aventure. Le Darwin Institute aura pour vocation d'accueillir tous les chercheurs qui partagent cette vision atypique et pragmatique dans la science, à l'abri des carcans et des grandes institutions. Il y a 2 grands chercheurs dans cette salle, je vous remercie pour leur présence. En créant une plateforme de collaboration entre plusieurs projets de recherche cohérents, nous voulons bâtir avec Pierre François un institut moderne et disruptif, à l'image d'un start-up studio, mais au service de la santé mentale. Enfin, mon engagement est également ancré dans une époque et une région que je n'ai pas connue directement, mais auquel je me sens profondément lié, c'est San Francisco, entre les années 1950 et 1970. Cette région, influencée par le mouvement cybernétique, a donné naissance à la Silicon Valley, bien sûr, mais aussi à une école de pensée révolutionnaire, l'analyse transactionnelle, autour de la figure d'Eric Berne. Eric Berne s'est détaché du courant freudien pour créer sa propre approche, darwinienne, basée sur l'analyse des besoins fondamentaux des individus. Il a également intégré la notion de système vivant dans une discipline, la psychologie, qui était jusque-là totalement hermétique à d'autres sciences, comme la biologie, la physique des particules ou encore l'astronomie. Nous appartenons au monde du vivant, à la nature. Ces lois universelles devraient intéresser les chercheurs en psychologie. J'ai découvert cette mine d'or il y a une quinzaine d'années. L'analyse transactionnelle a changé ma vie comme elle a fait pour des millions d'autres à travers le monde. Mais je suis convaincu qu'elle n'a pas encore livré tout son potentiel. Et pour cette raison, elle constitue un très bon point de départ pour nos recherches en santé mentale. Le premier protocole que nous allons explorer au sein du Darwin Institute en est un exemple. Il s'appuie sur les travaux de John Dewey, Fanita English et Sari Von Pool et s'appelle Finding Your Compelling Purpose, que l'on peut traduire par « Trouver ma vocation » en français. Je dis vocation, mais je pourrais dire aussi ikigai, chemin de vie. Les synonymes ne manquent pas à travers les âges et les cultures pour décrire ce phénomène de passion durable que certaines personnes expérimentent lorsqu'elles s'adonnent à une activité qui les fait se sentir utiles au monde en étant tout simplement elles-mêmes. Plusieurs études récentes démontrent en effet que ceux qui déclarent connaître et investir leur vocation gagnent en santé mentale, en santé tout court et même en longévité. Sur l'île d'Okinawa au Japon, appelée aussi l'île des centenaires, la longévité exceptionnelle des habitants est en partie attribuée à leur culture de l'ikigai. A l'inverse, de nombreuses personnes en souffrance, on le sait bien, sont en perte de sens, en proie à une sorte de vide existentiel tel que le décrivait Viktor Frankl en son temps. Alors le but de ce protocole est de répondre à une question extrêmement simple, comme toujours. Peut-on déceler la vocation d'un individu à partir, et uniquement à partir, de l'analyse de ses sensations physiques? Ouais, vous avez bien entendu, nos sensations physiques pourraient être la clé pour révéler ce qui nous motive profondément. Imaginez l'impact que cela aurait si nous pouvions aider des millions de personnes en perte de sens à retrouver leur voie. Et pas seulement les personnes en souffrance, aussi des étudiants cherchant leur orientation ou des professionnels en quête de reconversion. Les personnes qui ont la chance de se sentir utiles au monde en étant tout simplement elles-mêmes pourraient alors devenir non pas l'exception, mais la norme. Nous avons commencé à tester ce protocole en 2020 sur plus de 200 personnes à date qui, je vous le rassure, ont toutes survécu. Certaines sont même dans la salle. Et les résultats ont largement dépassé nos attentes.
Alors, je vais quand même tenter de vous dire 2 mots sur ce protocole, en m'efforçant de rester pédagogue, mais ça reste quand même le moment du discours où il faut s'accrocher un peu. Je vous sens chaud. Le point de départ, c'est la sensation de distorsion du temps. Il est largement documenté que les personnes qui s'adonnent à des activités stimulantes décrivent une sensation comparable à celle d'être dans une bulle, où elles perdent la notion du temps. Ce sont les célèbres travaux sur le flow de Mihaly Csikszentmihalyi. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. En tout cas, c'est un marqueur très puissant, parce que la distorsion du temps est une sensation physique universelle et palpable. Elle échappe au biais déclaratif des questionnaires traditionnels. Cependant, un bon trajet, en voiture ou un film inspirant, peut nous faire diverger l'esprit. Donc ça n'est pas suffisant. Parallèlement, Fanny English, elle, relie ce phénomène de distorsion du temps, non pas à une marque de stimulation, mais à la signature du motivateur d'expression, qui serait directement relié selon elle à la survie de l'espèce. Elle explique que l'énergie impliquée dans ce processus d'expression serait en quelque sorte aspirée, arrachée à d'autres processus, et notamment les processus générateurs d'anxiété qui affectent la santé mentale. En stimulant l'expression d'un individu, on pourrait donc assécher d'autres processus invalidants sans avoir à les affronter de face. Un peu comme dans la technique militaire du siège, où l'ennemi s'affaiblit par manque de ressources sans que l'assaillant n'ait jamais à combattre. Cette théorie des motivateurs inconscients, ou unconscious drives en anglais, est fascinante, parce qu'elle ouvre la porte à des manières totalement inédites de guérir la santé mentale, en décalant le problème plutôt qu'en l'attaquant directement. Ce faisant, Fanny English va dans le sens de John Dewey, qui formulait en cette même année 1971 la constancy hypothesis, ou hypothèse de conservation de l'énergie psychique, vous suivez toujours, qui théorise comment un certain type d'énergie peut se décaler entre plusieurs chambres de la psyché, comme dans des vases communicants. Cette théorie n'a jamais pu être prouvée, car on n'a jamais pu voir cette énergie, ni ces fameuses chambres, dans aucun de nos détecteurs, et elle a été abandonnée à partir des années 1980. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi on a arrêté de creuser cette piste, je n'étais pas né à l'époque. La seule piste sérieuse, à ma connaissance, qui reliait la psychologie à la mécanique des fluides, et donc à la physique, parce que dans l'histoire des sciences, on a très souvent déduit l'existence de choses que l'on ne pouvait pas encore voir, à partir de leurs effets observables. Imaginez si l'on pouvait raccrocher la psychologie aux sciences dures, comme la physique, on ferait des pas de géants, et dans les deux disciplines en plus. En tout cas, les récentes avancées en intelligence artificielle, en modélisation mathématique et en puissance d'IRM nous confortent aujourd'hui dans la volonté de réexplorer cette piste sous un nouveau jour. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui avec Pierre-François aurait en effet été impensable il y a encore 3 ans, avant la dernière poussée de l'IA. C'est donc maintenant que cela se joue. Et pour la petite histoire, Jack Dewey est encore en vie. J'ai eu le privilège de le rencontrer à San Francisco il y a quelques semaines pour lui parler de notre institut. À ma modeste échelle, donc, et en analysant avec précision les expériences de distorsion du temps de plus de 200 personnes en 4 ans, je suis parvenu à isoler 7 marqueurs, qui, combinés à 6 marqueurs de contrôle, pourraient former une signature fiable de l'activité du motivateur d'expression. J'appelle ces expériences particulières, celles qui cumulent les 7 marqueurs, donc, tout à la fois, des terrains d'expression. En analysant pour un individu donné suffisamment d'expériences correspondant à des terrains d'expression, on pourrait alors en déduire un dénominateur commun et ainsi révéler sa vocation sans compelling purpose. Et je vous disais que les résultats ont dépassé nos attentes, car non seulement nous avons observé des gains manifestes en termes de santé mentale, mais de plus, à mesure que le nombre de cas augmentait dans l'échantillon, nous avons commencé à entrevoir des liens entre les différentes vocations et la survie de l'espèce, qui se manifestaient au travers d'archétypes universels, tous utiles à la survie d'une tribu d'Homo sapiens. Et c'est justement ce que prédisait Fanny English il y a 53 ans, lorsqu'elle reliait le motivateur d'expression à la survie de l'espèce. Fascinant, hein? Mais pour aller plus loin, maintenant, nous avons besoin de plus de rigueur scientifique. Il nous faut confronter ces résultats préliminaires à un échantillon beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus diversifié que le public français et majoritairement CSP+, qui a pour l'heure bénéficié de ce protocole. Et ça, je ne peux le faire sans le docteur Pierre-François Daz, qui me fait l'honneur inestimable de me rejoindre dans cette ambition, apportant dans ses bagages sa connaissance de pointe en neurosciences et en intelligence artificielle, son ancrage américain et son accès privilégié aux IRM les plus puissants du globe. De plus, grâce à lui, nous avons obtenu un partenariat permettant au Darwin Institute de mener des études cliniques et internationales en notre nom et en toute autonomie. Nous pourrons ainsi en faire bénéficier tous les chercheurs qui nous rejoindront,
Démarrer un institut dans de telles conditions est une chance inouïe. Pierre-François et moi-même sommes donc heureux et fiers de lancer aujourd'hui notre première étude clinique sur le Compelling Purpose, simultanément en France et aux États-Unis. À vous, Flashcode. C'est une étude qui prend 10 minutes à passer sur votre smartphone. Et j'espère que vous serez heureux de la faire et d'y participer. D'autres études suivront et la route sera imprévisible par nature. Mais cette première étape, symbolique et décisive, pourquoi ? Parce qu'elle marque le passage d'une pratique empirique, certes prometteuse, à une approche scientifique et normée. Et nous espérons d'ici 24 mois, et pas dans 10 ans, dans 24 mois, vous présenter ainsi qu'à la communauté scientifique des résultats concrets et des protocoles innovants pour répondre à la crise de sens que traverse notre société. Ce projet est notre première bataille, mais ce n'est qu'un début. Le Darwin Institute a pour vocation de devenir un pôle d'excellence, collaborant avec les chercheurs du monde entier pour réinventer la psychologie et offrir des solutions aux défis contemporains, et notamment celui de la radicalisation des jeunes, qui est un fléau auquel nous voulons également trouver des solutions. Vous l'avez compris, nous sommes ici pour faire évoluer la manière dont nous comprenons et soignons l'esprit humain. Et tout mouvement commence par une impulsion. Nous sommes comme une brindille fragile. Et vous, ici présents, vous êtes nos pionniers, nos premiers soutiens. C'est grâce à vous que nous allons pouvoir sortir de terre et montrer patte blanche pour nous permettre d'aller nouer des partenariats avec des institutions françaises et internationales de premier plan. En rentrant dans la salle, vous avez dû voir ces cyclamènes autour de vous. Ces fleurs des montagnes ont la particularité de s'épanouir entre les pierres, se glissant dans les moindres interstices pour faire éclore la vie là où personne ne l'attendait. C'est ce même élan vital, caché en chacun de nous, que nous voulons raviver. Il est présent tant que nous respirons, jusqu'à notre dernier souffle. Il suffit juste de lui laisser un tout petit espace pour qu'il puisse émerger. Et c'est pourquoi le cyclamen sera l'emblème de notre mouvement. Et vous aurez bientôt ces pins dans les mains. Vous pouvez également voir autour de vous une série de dessins végétaux réalisés par l'artiste Catherine Eisenberg sur le thème de l'élan vital. Et je tiens à la remercier du fond de mon cœur pour cette contribution. Enfin, pour marquer ce moment, nous avons créé un hymne en adaptant une chanson d'Ariel Horowitz. Et le chanteur Whitson nous fait aujourd'hui l'honneur de l'interpréter. Je vous remercie d'être là en ce jour important.